Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours une joie, un plaisir. Bienvenue dans cette édition nouvelle de Chassé Croisé. Bonjour Florent. Bonjour Colo Rebecca, Madame, Monsieur, celui que nous allons recevoir, il fait partie des grands leaders d'opinion au Cameroun, parce que quand on parle de leader d'opinion, on le compte parmi. En politique, il en fait d'ailleurs partie. Et il faut le souligner, c'est un combattant de la liberté, ou sinon de l'indépendance du Cameroun. D'ailleurs, en 1995, il est donc le premier, sinon le président du Manidem, le mouvement donc pour la liberté et l'indépendance du Cameroun. Anissé Ekane est aujourd'hui une personne sur qui, lorsqu'on voudra apporter un regard du Cameroun, on peut s'avancer vers lui. Il est l'invité de cette autre production de Chassé Croisé. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. Bonjour président. Bonjour. Vous allez bien? Ça va assez bien. Bonjour aux téléspectateurs de For You TV. Ok. Merci. Quelques jours auparavant, on fêtait l'anniversaire de la création du parti au pouvoir, RDPC. Quel est votre commentaire là-dessus? C'est un anniversaire comme les autres qui l'ont précédé. Je n'ai pas eu... c'est sans grand intérêt de tous les ans célébrer ou commenter les anniversaires du RDPC qui se ressemblent comme des gouttes d'eau. Donc je n'ai pas un commentaire particulier, sinon on tourne sur place. Cela peut être considéré comme une victoire. On parle quand même de plus de 30 ans au pouvoir. Mais il y a des victoires à Pyrrhus, c'est-à-dire qu'il y a des victoires qui en réalité font plus de dégâts que de bonnes choses et qui pourraient un jour se retourner contre ceux qui la célèbrent, cette victoire. Parlons justement de victoires qui peuvent apporter justement de dégâts au regard des crises qu'a connu le Cameroun, la crise dans le Nozo, Boko Haram, et puis d'autres crises, par exemple le conflit entre Arabes, Shoah, et puis les Mosgoum, et puis les récentes grèves. Et surtout que la gestion du RDPC soit apparente à celle du gouvernement. Quelle est la lecture que vous faites proprement de cette gestion du RDPC depuis 37 ans qu'elle est au pouvoir? Je vais vous poser une question à laquelle j'ai déjà répondu. J'ai dit on tourne sur place. Vous savez, nous sommes des opposants structurels au Manidem. C'est-à-dire que ce n'est pas le président principalement ou les ministres qui sont la cause de notre combat. Nous nous battons pour changer le régime néocolonial au Cameroun. Ça peut prendre du temps, ça prend du temps. Ça peut avoir des péripéties, des hauts et des bas. Mais il est évident, vous n'avez qu'à voir la conjoncture géostratégique en Afrique actuellement. Vous n'allez qu'à voir ce qui se passe au Mali, en Afrique de l'Ouest. Et vous verrez que tôt ou tard, la victoire des opprimés, la libération des opprimés vis-à-vis de leurs oppresseurs arrivera. C'est le sens de notre combat. Que ça prenne 37 ans, chaque peuple a son histoire, que ça en prenne plus que ça. Le problème, c'est de continuer sur la trajectoire, sur les sillons que nous ont légués nos prédécesseurs. Parlant justement de cette libération qu'attend le peuple, on a vu justement à cette même commémoration, autant pour moi, un ministre, celui des domaines et du cadastre et des affaires foncières, donner un regard, du moins, il a fait une sortie fracassante, comme quoi le président devrait préparer des élections anticipées de la présidence. Quel est votre point de vue là-dessus? Mais si vous suivez l'actualité, puisque vous êtes journaliste, vous devez savoir que c'est le remake avant 2018. C'est le même ministre qui a posé le problème de la candidature de Biya avant l'année de l'élection et ça s'est passé comme ça s'est passé. Biya était candidat. Donc vous voyez bien qu'on ne change pas beaucoup d'une année à une autre ou d'une élection à une autre.
Que voulez-vous dire de plus? Il y a forcément une leçon à en tirer, que ces affirmations, c'est quand même une grande tête du RDPC dans la liquée quand on parle de leader dans le parti au pouvoir. C'est quand même embêtant. Au sein du parti au pouvoir et aussi dans l'opposition, ces propos, que peuvent-ils présager? Mais non, ça montre uniquement que bon, dans ce régime, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Puisque en tant que responsable du RDPC, ça devait être une proposition de son parti à la limite. C'est-à-dire, mais bien étant parti du RDPC, c'est le parti donc qui propose que le président se représente à la limite. À la limite. Étant en plus ministre, ça montre que bon, les gens font un peu n'importe quoi. Je crois qu'une telle proposition, si elle avait un sens, devrait soit provenir d'un débat au sein de leur parti, d'une réunion du comité central, qui prendrait donc cette position et la rendrait publique. Mais que lui, justement, ministre en place, fasse de telles affirmations, est-ce que ce ne serait pas comment dire, ne serait-il pas en train d'exprimer une pensée profonde au sein du parti au pouvoir? J'en sais rien, je ne sais même pas si le chef de l'État a été consulté par lui pour le faire. Mais je vous dis que dans ce régime, on fait un peu ce qu'on veut. On tire à droite, on tire à gauche. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. C'est un peu comme ça qu'ils procèdent. Et puis, c'est sans grand intérêt. Ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui, ce n'est pas si bien sera candidat en 2025 ou pas. C'est que la situation du pays est difficile, qu'il faut la changer, qu'il faut se battre pour ses intérêts, comme l'ont fait les enseignants. Il faut que les gens se mobilisent pour revendiquer, pour se battre pour leurs droits. C'est ce qui est important. Mais justement, ensuite, on a l'impression que là, on vous tend une pêche, vous qui êtes de l'opposition. Est-ce que ces affirmations ne pourraient pas être considérées comme une manne venue du ciel pour l'opposition? Est-ce que l'opposition ne pourrait pas en profiter justement pour essayer de dire, eh ben voilà, c'est ce que nous attendions depuis? Vous pensez que les Camerounais sont dupes? Les Camerounais connaissent ce pays pratiquement autant que nous. Donc, ça ne fait guère d'illusions. Ça fait spectaculaire lors d'un meeting, mais je n'ai pas l'impression que dans les chaumières dans la maison des Camerounais, c'est un sujet important. Je ne crois pas du tout. Les Camerounais ont d'autres chats à fouetter, ils ont leurs problèmes à résoudre. Je ne crois pas que la déclaration du ministre des Domaines va chambouler leur vie quotidienne. Parlons justement donc des Camerounais qui ont d'autres chats à fouetter. Il y en a qui sont des Camerounais porte-voix de ces Camerounais à l'Assemblée nationale, qui sont regroupés tout récemment, en mettant sur pied l'Union pour le changement, comme quoi ils portent la voix des sans-voix des peuples. Qu'avez-vous à dire concernant la mise en place de ce mouvement? C'est n'importe quoi. L'Union pour le changement, c'est une plateforme politique qui a été mise sur pied entre 91 et 92 et qui a été la base de la candidature de Foundi aux élections présidentielles de 92. Ben, que des députés en difficulté par rapport au nombre, par rapport, je veux dire, à la place que leur laisse l'obésité du RDPC à l'Assemblée, imaginent que c'est le moment, après des mois de législature, de créer une soi-disant Union pour le changement en galvaudant ce sigle. Je pense que c'est un épisode rocambolesque de ce qui se passe dans ce pays. C'est tout, rien d'autre. La preuve, aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup. Ça fait longtemps. Est-ce donc à dire que concrètement, donc, l'opposition qui se trouve à l'Assemblée nationale n'a rien à proposer ou rien à apporter aux Camerounais que peut-être de profiter des situations comme on a connu des crises tout récemment et tenter donc de ramener au sein de la scène publique cette union pour le changement qui a vu le jour depuis 1991? Mais l'avenir du pays ne se joue pas au Parlement. Ouais, avec l'obésité du RDPC, c'est pas là que le Camerounais attend des changements. Les Camerounais attendent des changements dans la démarche quotidienne des dirigeants politiques
et il leur demande d'adopter une démarche de synergie des forces, qui était la base en réalité de l'Union pour le changement en 91-92. Il leur demande de se mettre ensemble, d'élaborer une stratégie pour l'avènement de la transition politique au Cameroun. Une stratégie commune. C'est ça la base. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut qu'on se mette d'accord sur une plateforme politique, c'est-à-dire un projet politique sur lequel on s'entend, puisqu'on a des partis politiques différents, et que nous élaborions une stratégie, comment faire pour amener le Cameroun à adhérer à cette plateforme et créer donc une dynamique de victoire capable d'ébranler le régime en place. Des attitudes ou des comportements à la Don Quichotte ou à la Zorro ne vont pas résoudre les problèmes du Cameroun. Au Parlement, l'obésité du RDPC fait en sorte que ce n'est pas là que le changement de la transition... Le président, si le changement ne vient non pas du Parlement, qui est justement l'encre haute... Faut rigoler quoi? Avec une opposition qui ne peut pas faire passer des lois à l'Assemblée. Justement, c'est là où nous voulons en venir, Président, dans la mesure de dire donc que si il est donc difficile pour l'opposition de pouvoir apporter, concurrencer l'obésité du RDPC, concrètement, quel est donc le travail à faire, puisque le RDPC a déjà une machine qui est mise en place? Je viens de vous l'expliquer. Je veux dire qu'il faut partir à la base. Il faut créer une synergie des forces. Il faut mettre en place une plateforme politique. Il faut créer une dynamique populaire autour de cette plateforme politique pour amener le Cameroun à adhérer à ce changement et créer donc, mobiliser les Camerounais, les mettre en ordre de bataille pour les batailles futures, les futures élections, mais aussi des batailles politiques sur le terrain des revendications, sur le terrain des aspirations des Camerounais, des droits des Camerounais, l'eau, l'électricité, la vie chère, etc. Il faut créer une dynamique politique de changement avant d'envisager sérieusement d'ébranler le régime. Aller faire le guignol à l'Assemblée, c'est pas ça qui va ébranler le régime. La preuve, on en est où là, après cette tonitruante annonce? Donc, ils sont, je veux dire, en décalage total par rapport à ce qu'il faut faire. J'ai envie de vous poser donc la question de savoir qu'un député qui milite pour un parti de l'opposition, qu'est-ce qu'il peut bien faire à l'Assemblée nationale quand il est élu député? Vous les avez rencontrés souvent, vous ne leur posez pas la question. On peut aussi vouloir avoir l'avis d'un homme politique que vous, de l'opposition, qui peut tenter de... Le front de l'Assemblée a une importance périphérique. Il permet peut-être de poser des problèmes à l'Assemblée, d'interpeller le gouvernement, d'essayer de contrôler l'action gouvernementale, mais il n'est pas fondamental dans la dynamique de changement dans le pays. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais ça va un député, on dirait, bon, il va de temps en temps parler. Mais nous parlons de changement du régime, changement dans le pays, l'alternance. Elle ne viendrait pas d'une dizaine de députés à l'Assemblée nationale. Donc, le travail que peut faire cette opposition à l'Assemblée est périphérique. Il est epsilon, il n'a pas de prise d'impact sérieux dans toute la dynamique qu'il faut mettre en branle pour arriver à changer la situation au Cameroun. Peut-être pour sortir de l'Assemblée nationale, Président, il n'y a que ces derniers jours, ces députés justement, il y en a qui se plaignent parce que, dit-il au Parlement, il y a un certain climat de malaise, une certaine sorte de deux poids, deux mesures. Il y a eu l'État qui a débloqué pratiquement 4 milliards de francs CFA pour les subventions justement de ces députés. Mais une partie semble avoir bénéficié des privilégiés. Est-ce que quand on regarde ce fonctionnement d'une chambre qui est censée réfléchir pour apporter des solutions au développement du Cameroun, une situation comme celle-là ne pourrait pas créer des problèmes? Ce qui caractérise vos questions, c'est que elles sont en décalage total avec le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous parlez comme si vous adressiez un homme politique dans un pays où la démocratie prospère. Vous adressez un homme politique dans le Cameroun d'aujourd'hui, de 2022. C'est le contraire.
qui aurait été surprenant de ce qui se passe à l'Assemblée. On est dans un régime, une Assemblée obèse, un régime qui bloque l'expression de la démocratie. Et vous me demandez qu'est-ce que je pense, ce qui se passe. Mais c'est dans l'ordre des choses normales d'une situation comme celle que nous vivons au Cameroun. Nous l'avons compris. Donc, bien évidemment, la dynamique de changement, elle est ailleurs qu'au Parlement. C'est bien sûr, ça. Oui, ailleurs. Que vous nous proposez alors? Mais je le dis depuis. Vous savez, pourquoi les gens demandent le changement? Parce que la vie est difficile. Parce qu'ils ne voient pas de perspective pour la majorité, l'écrasante majorité des Camerounais. C'est très dur. Ce qu'on doit faire, c'est d'abord les mobiliser pour qu'ils ne soient pas amorphes, qu'ils se mettent à revendiquer, à se battre pour leurs droits. C'est inimaginable qu'il y ait autant de passivité. Vous pousserez les populations à aller sur les voies publiques pour... On ne revendique pas uniquement sur la voie publique. Quand on défend ses intérêts, on prend des dispositions. On peut par exemple boycotter, lorsque les néo-couples fait boycotter le paiement des factures, on peut les boycotter. C'est un appel que vous lancez comme ça aux Camerounais ou... Vous savez, on ne fait pas la politique en lançant des appels. On décide ensemble d'une stratégie. C'est pour ça qu'il est important de créer une dynamique commune avec l'ensemble des partis politiques et de la société civile. Donc ce n'est pas parce que le président Mandem lance ça que ça va aboutir. Je m'évertue depuis à vous expliquer que les comportements à la Zorro ou à la Don Quichotte ne donnent pas des résultats. Il faut qu'on s'asseye, qu'on voit comment ébranler ce régime, comment amener nos compatriotes à se mettre en branle, en ordre de bataille, pour changer le pays, à commencer par changer leur vie quotidienne et la jonction avec les responsables de cette détérioration de leur vie de tous les jours. C'est un ensemble, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des grèves à Tibes, lancées à droite à gauche. Vous avez vu un mouvement comme OTS, qui n'a pas une structure, qui était complètement acéphale, mais qui est le résultat d'un ras-le-bol des enseignants, de leur difficulté à exercer le métier. Ça a créé une dynamique qui a amené le régime à revoir son comportement. Il n'a pas fallu qu'on lance, on n'a pas lancé un dirigeant de l'OTS, il ne s'est pas mis à une télévision pour dire que bon, crée morte. C'est une dynamique d'ensemble qui crée les conditions d'un changement. On pense comme ça au grand dialogue alors? Est-ce une façon de rappeler au grand dialogue? Non, je parle de l'opposition, je suis en train de parler de l'opposition, d'une synergie dans l'opposition, d'une plateforme politique, d'une concertation pour mettre en place une dynamique politique de victoire. En 91-92, il n'y a pas eu un congrès pour dire que Foundi est candidat de l'opposition. C'est une dynamique populaire de partis politiques, d'associations qui a créé cette j'allais dire que c'est ce mouvement qui nous a amenés progressivement à l'Union pour le changement. Mais, Président, quand vous le dites bien, 90-92, c'était il y a pratiquement aujourd'hui près de 30 ans de cela, voire 20 ans et plus. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre sphère de l'année. Vous avez dit qu'on parle à un homme politique de 2022, un homme politique qui connaît les réalités, qui les vit au quotidien et qui forcément a des propositions de silence. Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, quand on regarde cette opposition camerounaise, elle est prête à aller faire ce que vous êtes en train de dire, cette dynamique-là? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas que des gens comme vous vous lancez encore pour pouvoir créer une dynamique? Non, il n'y a pas de messie en politique. Ce sont les événements qui créent les leaders. Ce n'est pas les leaders qui créent les événements. Vous voyez, je vous explique, depuis entre 91 et 92, il n'y a pas eu un congrès pour désigner Foundi candidat de l'opposition. C'est une dynamique politique à laquelle sont associés les principaux concernés, c'est-à-dire les Camerounais. Vous voyez, vous me dites que est-ce que 92, on peut refaire la même chose en 2022?
Vous avez l'impression que le Cameroun a beaucoup changé par rapport à la situation sociopolitique. On a peut-être l'impression qu'au regard justement de l'opposition, il y a comme cette même flamme qui était avant n'est plus. Quand on regarde même les candidats qui se sont présentés aux élections présidentielles, on a parfois demandé une certaine coalition, mais on se rend compte que c'est toujours une sorte de séparation. Un peuple n'est pas un long feu tranquille. Elle a des hauts, elle a des bas, elle a des épisodes. Elle s'adapte à la situation sociopolitique, elle s'adapte à des considérations qui ne sont pas nécessairement objectives. La capacité d'un peuple à se mettre en branle dépend de tellement de critères qui ne sont pas toujours objectifs. Mais il faut travailler à ce que cela soit possible. Au lieu d'avoir des attitudes personnelles, de Zorro ou de Messi au pouvoir. Voilà ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas, j'ai le sentiment que vous êtes pollué par cette idée d'un dirigeant messianique qui lance un appel et tout le peuple se lève comme un seul homme. Ça se passe dans les films ou dans la tête ou l'esprit des gens qui ne se connaissent pas en politique, donc certains néo-opposants qui peuplent aujourd'hui le paysage politique. Mais tout le monde sait qu'en politique, ce sont les événements qui créent des leaders. Ce sont des dynamiques qui créent des leaders. Ce n'est pas le contraire. Voilà, ce sont des dynamiques qui créent les leaders. Peut-être avant de sortir de cette première partie, on pourra peut-être avoir votre avis sur la position que devrait avoir la Jeune Afrique par rapport au conflit qui se vit actuellement en Russie et en Ukraine. Oui, ben, bien sûr. Ben, c'est un changement géostratégique dans le monde. Les Occidentaux ne se rendent pas que le monde change. Comme ils ont l'impression que le centre du monde est en Occident, ils voient difficilement le changement géostratégique dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas que les États-Unis qui bombardent en Libye, en Irak, en Afghanistan. Aujourd'hui, il y a la Chine, il y a la Russie, qui existent aujourd'hui comme des puissances notables, qui font une entrée en Afrique, donc et ça va bouleverser le rapport de force dans le monde. C'est ce que les Occidentaux apprennent à leurs dépens avec la guerre en Ukraine, où ils ont joué au chat à la souris avec les intérêts du reste du monde en faisant ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis qu'il y ait ce basculement, que l'Occident se rende compte que demain ne sera pas comme hier. Voilà, ainsi s'achève le point sur l'actu. Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder. Vous êtes sur Foyo Télévision. Le programme c'est Chassé Croisé. Bienvenue donc à cette deuxième partie qui est consacrée donc à la vie de l'homme politique. Notre invité, l'homme politique de l'opinion, du moins toutes les caractéristiques que vous pourrez connaître. C'est un homme très avisé. Anissé Ekane est donc l'invité de cette production de Chassé Croisé. Président, nous parlons cette fois-ci maintenant de vous en tant qu'homme politique. Dites-nous quelles ont été les motivations qui ont permis donc votre départ de l'Union des populations du Cameroun, du PC. Vous deviez en être informé, monsieur, vous êtes journaliste. Nous voulons davantage. Non, mais parce que ça devient embêtant à chaque fois de commencer à expliquer. Nous sommes partis de l'UPC pour des divergences de stratégie politique. En 1990, lorsque la dynamique pour le multipartisme se met en place, nous savions que la bataille du sigle de l'UPC sera féroce et qu'il y aura des interventions de toutes parts pour empêcher que les vrais combattants, c'est notre groupe qui était en clandestinité, ne récupèrent ce sigle pour continuer la lutte dans un cadre multipartisan. Donc on s'y attendait. Et donc ce qui est arrivé avec les divisions de l'UPC était prévisible. Ce qui nous différencie de nos anciens camarades avec lesquels on a travaillé en clandestinité, c'est que nous avons dit il vaut mieux sortir de ce débat juridico-politique du sigle de l'UPC. La preuve aujourd'hui, on en a plusieurs confiscations
Et nous allons créer un parti UPCiste qu'on a dénommé Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, mais un parti authentiquement UPCiste, c'est tout. C'est une différence de stratégie d'accession au pouvoir. De ces résolutions, donc, où en êtes-vous aujourd'hui? Le Mandem existe, vous imaginez vous-même, vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui le paysage politique sans le Mandem, sinon je ne serais pas là. Ça veut dire que bon, on n'a pas frappé à côté. On a vu juste, nous continuons à garder la démarche de nos héros nationaux, à savoir que la liberté ne se discute pas, elle ne se négocie pas. L'indépendance du Cameroun ne se négocie pas. L'unité du Cameroun ne se négocie pas. Par référence à la guerre au Nozo, c'est cette trajectoire que le Manidem poursuit. Peut-être pas avec des résultats électoraux, mais vous savez, si on compare l'importance d'un parti ou la justesse de ses positions à l'aune des élections aujourd'hui dans le Cameroun, on se trompe totalement. Je rappelle à ceux qui l'ont oublié que Oummi Ouandje, comme Sankara, comme Lumumba, n'ont jamais été élus députés, conseillers municipaux, maires, etc. Mais le nom de Ouandje, Moumi, Oum et tous les autres, Hussein Dafana, sont gravés de façon granitique dans l'histoire de notre pays sans avoir été député à l'Assemblée nationale, maire à Kondjok ou à Kolofata, etc. Voilà. Aujourd'hui, vous imaginez difficilement un paysage politique sans le Manidem. Justement, donc, président, depuis 1995 que vous êtes à la tête du Mandem, s'il fallait présenter un bilan réellement de votre parti politique aujourd'hui, ça pourrait être lequel? Mais je viens de vous le faire. Je veux dire qu'on a sauvé l'UPCisme, on l'a sorti des griffes des batailles mystico-religieuses du sigle. Mais ça, c'est depuis 92. Mais on l'a sauvé. Oui, on a sauvé, je veux dire, la philosophie UPCiste. On l'a sauvé. Et ça, c'est important, c'est fondamental. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de traduire cela de plus en plus par une adhésion populaire des masses. Mais dans un contexte aujourd'hui du Cameroun où la politique est dominée, j'allais dire polluée, j'allais dire colonisée par le tribalisme et le régionalisme ou les repos identitaires, vous imaginez que des partis comme le nôtre, qui font appel à l'intelligence des Camerounais, à leur sens patriotique, à leur capacité à dépasser les clivages ethno-régionaux, ne peuvent pas prospérer dans des batailles politiciennes. Vous voyez, c'est tout. Mais la sauvegarde de la démarche authentiquement UPCiste est un acquis important dans l'avenir de notre pays. Heureusement que nous l'avons fait, qu'on ne s'est pas engagé dans ces batailles-là. Vous appelez sans cesse à une libération, du moins c'est ce qui ressort de vos propos. Mais est-ce que vous pensez que dans votre position actuelle, sans être élu de la République, vous pouvez véritablement influencer comme l'ont fait nos pères auparavant? Il faut dire que les contextes sociopolitiques étaient bien différents. Aujourd'hui, il faut peut-être entrer dans ce système pour pouvoir... Moi, j'ai envie de savoir, hein, Président, si aujourd'hui, vous venez à être sollicité par le gouvernement. Les deux je veux dire, questions ne sont pas liées. Pourtant, elles se rejoignent. Ne se rejoignent pas du tout. Je vais vous dire, faisons le bilan de ceux qui ont pensé que l'avenir du pays, son fonctionnement, l'amélioration des conditions de vie du Cameroun passe uniquement par un positionnement électoral. Si on fait le bilan, il est pratiquement nul. Vous voyez? Donc ce n'est pas la voie là. La voie, ce n'est pas de se lancer à corps perdu dans le positionnement. Parce que c'est bien, on peut avoir 10 députés, on peut avoir 5 maires,
dans le contexte actuel, l'impact de ce positionnement politique donne peu de résultats. Vous le voyez tous les jours. Par contre, créer des conditions politiques pour que les Camerounais se remettent à penser que le changement global, l'alternance politique est possible, ce serait plus efficace que ça. Mais Président, vous avez justement une voix qui porte. Vous avez justement une voix qui porte. Je ne suis pas un messie. Je m'évertue à vous dire que nous ne croyons pas au messie. Nous faisons ce que nous pouvons. Les véritables acteurs dans notre contexte, c'est les Camerounais, ce n'est pas les hommes politiques. Un homme politique sans que les Camerounais suivent la démarche, le mouvement, il n'y a rien du tout. Dans ce cas, comment est-ce que vous pensez donc véritablement impacter le développement et le changement? Moi, on l'impacte. Quand vous allez dans les quartiers, vous avez l'impression que les Camerounais sont dupes. Ils ne sont pas dupes. Ils savent ce qui se passe dans le pays. Une place au pouvoir serait de bon augure pour vous? Une place au pouvoir serait-elle de bon augure pour vous? Pourquoi faire? Une place au pouvoir où? Comment? Vous parlez de quoi? Une place, si vous venez à être nommé au gouvernement. Nommé au gouvernement, justement. Alors, là, c'est une question, j'allais dire, saugrenue. Pourquoi? Parce que je m'évertue à vous dire que nous nous battons pour un changement structurel. Si demain, compte tenu de la situation, le régime en place par son chef comprenait qu'ils font fausse route, qu'il faut recadrer la politique du pays, qu'il faut s'ouvrir aux forces nouvelles, qu'il faut créer une synergie de tous les Camerounais pour résoudre notre problème, et que pour cela, ils mettent en place un gouvernement d'union nationale, oui, mais c'est pour capter des individus. Est-ce que c'est ça la politique? Si on avait cette vision de fait, ce serait depuis 90 on se serait positionné pour être ministre, etc. Je suis entré à l'UPC en 1973, vous imaginez, Soaïo, pas Soubia. Il n'y avait pas le folklore démocratique qu'il y a aujourd'hui. Donc je ne rentrais pas en politique pour aller me positionner, bien au contraire. Et quand je rentre en 83, le pays, après l'exil politique, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas le multipartisme. De 83 à 90, nous avons été arrêtés. J'étais militant UPCiste clandestin. Donc, les histoires d'entrer au gouvernement, d'être ministre, etc., ce ne sont pas des idées qui étaient dans notre perspective. Notre perspective, c'est créer les conditions pour qu'il y ait un changement structurel dans notre pays. Et ça n'a pas changé. Vous voyez, cette question vient en fait pourquoi? Elle vient parce que les gens voient la politique comme un marche-pied. Tu vois? Il n'y a pas que vous qui me la posiez. Même les compatriotes me la posent. Je leur dis, je ne suis pas entré en politique pour me faire une place au soleil. Je ne suis pas entré en politique pour amasser des millions. Mais il ne s'agit pas de se faire une place au soleil, Président. Vous avez de belles idées et donc ce serait peut-être mieux, ayant essayé en extérieur, d'intégrer... Vous parlez sérieusement? Et d'ailleurs, peut-être pour enchérir, Président, pour enchérir. Si la finalité est le changement. De tous ceux qui ont pensé ainsi, qui ont traversé la rivière, certains sont d'abord partis de là pour aller dans l'opposition, ensuite ils ont retraversé. Je n'aimerais pas citer des noms, il y en a beaucoup. Quand on fait le bilan de cette traversée de la rivière, il est quoi? Est-ce que ça servait à quelque chose? Sans changement fondamental, ça n'a rien servi. Je m'évertue à vous dire, si c'est un changement de cap, mais ça, ce sont les éléments qui le créent, hein. Ce n'est pas une volonté, ce n'est pas une idée qui va germer dans la tête du chef de l'État. Mais si les événements obligent ce régime à penser qu'il est temps d'ouvrir ce pays à la gestion par d'autres forces nouvelles et que ça crée les événements, la situation sociopolitique, crée les conditions d'un gouvernement d'union nationale, oui, mais pas pour être coopté. Justement, parce que on a pu avoir un citoyen camerounais, qui est certainement un nouveau compatriote, qui nous disait « Anissé Ekane, c'est notre président. Anissé Ekane, c'est quelqu'un qui a des projets
pour la jeunesse et nous croyons justement en lui. Est-ce que ce retour, si vous l'aviez souvent eu de vos compatriotes quand vous les appelez, cela n'a jamais été un facteur de motivation davantage à vous mettre en avant? Moi, je ne suis pas en arrière. Non, quand on parle, c'est pas que vous êtes en arrière, mais vous comprenez davantage. Mais vous pensez qu'être en avant, c'est être ministre? Je n'envie pas la position de la plupart des ministres qui ont des nuits blanches aujourd'hui. Quand il parle d'être en avant, c'est dans le sens à apporter davantage à ceux qui croient en vous, en essayant d'avoir certaines positions pour pouvoir influencer. Pour le faire, on mobilise les Camerounais, on leur éclaire la lanterne, on leur dit ce qui n'est pas bon pour le pays, ce qui est bon. Dans la bataille médiatique contre l'aventure fantasmagorique de soi-disant ambazoniens, nous avons pesé sur la balance, sérieusement, pour empêcher que le Cameroun soit berné par cette tentative funeste de l'Ambazonie. On a pesé sur la balance, mais c'est pour l'intérêt du pays, pas pour nous mettre en avant. Vous voyez? Et cela nous a même valu quelques colibets disant qu'on a la même position que le gouvernement. On a une position par rapport à l'intégrité territoriale de notre pays qui rejoint celle du gouvernement, mais qui défend son régime. C'est tout. Mais nous, c'est le pays qui nous intéresse, ce n'est pas les individus. Donc, au regard donc de toutes ces difficultés qu'a l'opposition à faire entendre, comment dire, à faire entendre les cris des populations, est-ce que vous y croyez vraiment à une véritable opposition au Cameroun? Je crois au changement au Cameroun. Peut-être plutôt qu'on imagine. Je crois, vous savez, les événements s'accélèrent dans la vie, très vite. Il a fallu 35 jours de guerre en Ukraine pour que la géopolitique mondiale bouge. Et de façon, 2 mois avant, personne n'aurait imaginé la situation en Ukraine. Quand en 90, nous lançons la dynamique pour le changement et le multipartisme, peu de gens y croyaient. En plus, quand on nous arrête en 90, devant le tribunal militaire, les gens ont dit, bon, mais c'est fini. Et au contraire, c'est ce qui a engendré la situation de la démocratisation, malheureuse pour le moment, de notre pays, etc. Donc, vous voyez, des événements, l'histoire d'un peuple a des hauts et des bas, a des pics et des descentes. Et chaque peuple a son histoire. Donc, il faut éviter de faire des comparaisons par rapport aux autres. Je crois fondamentalement que le changement arrive au Cameroun. Il sera le fait de la mobilisation des Camerounais, de leur prise de conscience que la situation doit changer. Il ne sera pas le fait de comportement de Don Quichotte, ou de Zorro, ou de Messie, ou de Moïse. Président, oui. Justement, quand vous le dites, changement avec une dynamique, vous parlez tout le temps de la dynamique de la population, une population qui s'intègre, qui s'intéresse. Aujourd'hui, quand vous regardez le Cameroun, quelle est la lecture que vous faites de l'implication de la population dans la chose politique? Je suis très optimiste. Le mouvement OTS devait vous faire réfléchir, et faire réfléchir le régime. Vous voyez? Vous n'aurez pas imaginé que des enseignants disséminés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les régions du pays, sans une organisation, sans un congrès, aient tenu 25 jours et amené le régime à prendre des dispositions pour satisfaire leurs aspirations. Vous ne l'aurez pas imaginé. Vous allez être surpris aussi par le changement. Vous allez être surpris. Donc, c'est déjà la fin de cette partie, mais avant de la clore, justement, moi j'ai une dernière pour fermer cette partie. J'aimerais savoir, Président, quel est votre plus grand regret en politique? Aujourd'hui, mon plus grand regret en politique aujourd'hui, ça a été le fait que, à partir d'une dynamique aussi sérieuse que l'Union pour le changement, en 91-92, certains hommes politiques, entre griffes, se soient lancés avec leur parti dans une course folle pour leur seul positionnement. Que cette dynamique n'ait pas survécu à cette tentative de positionnement personnel. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des fanfaronnades comme celle de l'Assemblée, de soi-disant groupe Union pour le changement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup d'énergie
alors qu'on aurait dû continuer avec la dynamique. Et je vais vous le dire, parce qu'il faut le dire. Le principal responsable de cette débandade, c'est le SIF. Le SIF avait fourni, qui était à la tête de cette dynamique. Le SIF aurait dû conserver un comportement, j'allais dire, populaire, de synergie des forces, au lieu de vouloir exploiter à son propre profit la dynamique de 92 en parlant de petits partis, de petits leaders, etc. Le principal responsable de cela, c'est le SIF. Justement, quand vous parlez du SDF, le SDF parlant de la décentralisation a toujours voulu un certain fédéralisme. Quel est le regard que vous avez de la décentralisation aujourd'hui au Cameroun? Elle marche à petits pas, de petits pas. Mais c'est normal. Le régime du RDP, c'est un régime centralisateur. Il est fondamentalement centralisateur parce que, bon, il compte contrôler le pays. La décentralisation est l'expression de la démocratie véritable, c'est-à-dire la gestion autonome des masses. Donc c'est normal, il ne faut pas se faire d'illusions, que le régime freine des quatre fers pour que ça ne s'enclenche pas. Mais on est parti pour un mouvement irréversible. C'est-à-dire que la définition même de cette décentralisation va changer au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les conseillers régionaux, les départementaux, etc. vont se mettre en mouvement, que les populations vont les accompagner, on va bousculer. On va pousser le régime dans ses derniers retranchements. Ce qui se fait aujourd'hui, dans 10 ans, ne se verra plus. Donc, juste le temps d'une courte pause. Le jardin secret de l'homme, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, merci justement de nous retrouver à nouveau. Troisième partie de Chassé Croisé. On s'intéresse cette fois-ci quelque peu à la vie même d'Anissé Kané en dehors justement du jardin politique. Cette fois-ci, nous parlons du jardin secret. Président, si on pose la question, qui est Anissé Kané? Comment est-ce que vous vous définissez? Un homme politique, dont la première femme est la vie politique, la politique. Une femme très jalouse, c'est la vie politique. Qui a comme centre d'intérêt la politique, la vie des gens, le changement dans le pays, et qui ne vit que pour ça. Voilà. Qui ne vit que parce que je suis un homme politique. Oui, pas les hommes politiques qui veulent une position de maire, mais fondamentalement, un homme qui aime son pays, on les appelle les patriotes. Nous en sommes, nous en faisons partie. Un patriote sacrifié de la nation, mais... Sacrifié, je n'ai pas l'air complètement malheureux. Vous savez, je suis heureux parce que je lutte. Hein. Je ne pense pas être plus heureux. Le fait que nous luttions, ça me rend complètement heureux. Je n'ai pas l'air de quelqu'un qui n'est pas épanoui, n'est-ce pas? Je suis parfaitement épanoui dans la lutte difficile que nous avons engagée dans le sillage de nos héros nationaux pour la libération de notre pays. Mais en dehors justement de la politique, en dehors de cette vie politique-là, que fait Anissé Kané? Je vis comme tout le monde, j'ai une famille, une grande famille, je suis chef même de notre famille. Et de nombreux enfants aussi? Oui, de nombreux, non. 4 enfants, pas plus. Mais qui sont grands et qui ne vivent plus avec moi. Donc j'ai une certaine liberté de manœuvre à me consacrer à ce qui m'est très cher. La réflexion, la politique et la réflexion politique constamment. Vous savez, dans notre pays, ce qui pose problème quand on parle des hommes politiques, c'est qu'on les imagine comme des gens puissants. Sur le plan financier, matériel, sur le plan des réseaux, dans les sectes, etc. Mais je suis complètement atypique. Je suis dans aucune secte, je suis dans aucune religion. J'ai un ami qui dit souvent que la seule pression qui s'exerce sur moi, c'est la pression atmosphérique. Un homme atypique, mais pourquoi le choix de la politique? Vous savez, je suis rentré en politique après l'épisode de l'assassinat de Wanya Bafoussa, auquel j'ai assisté, et qui m'a complètement bouleversé. Parce que quelques mois auparavant, on arrêtait Wanyé, j'avais lu des choses abominables sur lui. Et moi, j'ai retrouvé, le jour de son assassinat, de son exécution, un autre personnage. J'en ai été transformé.
savez, les chrétiens parlent souvent de naître de nouveau. Mais après l'assassinat de Wandi, je suis né de nouveau. Et c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. On voulait en comprendre, c'est lui qui vous a inspiré dans la chose politique. Je parle de Wandi, j'ai les frissons, hein. J'ai le poids qui se lève, qui s'arrête. C'est de l'histoire. C'est mon histoire. Je vais faire une petite confidence, puisque vous aimez les jardins secrets. Je suis marié. Et chaque fois que je suis avec mon épouse, et chaque fois que je rentre un peu dans la réflexion, elle se rend compte que je ne suis pas là exactement. Je suis en train de... Elle me demande, Wandi est là? C'est la même question. Elle me dit, ben dis à Wandi de partir. Le président, justement, quand vous avez accepté, au travers justement de dernière Wandi, vous avez dit quoi? Je vais apporter le changement, je veux me lancer. Vous aviez déjà un objectif directement? Quand je rentre en 83 au Cameroun, c'était pour lancer la lutte armée. Vous voyez, on est loin de lutter pratiquement la démocratie. Nous sommes rentrés à l'UPC et dans la lutte politique sous Aïdjo, sous la dictature. Vous imaginez peut-être, vous ne l'avez pas vécu, ce que ça faisait comme sacrifice. Tout. Mon père est mort, je n'ai pas pu venir à l'enterrement. Même la vie de mes enfants a été perturbée par ma prison, par mes options politiques. Même la première séparation, on était lié un peu à mon engagement politique. Donc j'y suis totalement. Ça n'a rien à voir avec l'idée que les Camerounais se font un peu d'un homme politique dans ce pays. Mais je suis heureux. Ça se voit, non? Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est déjà la fin de ce programme. Président, ça a été un plaisir de vous avoir. Moi aussi. Mais vous teniez beaucoup, j'adore ce que je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de secrets dans ma vie. Oui. Il n'y a pas beaucoup. On a quand même pu apprendre un peu de vous. Oui, pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Et Florent, c'est déjà la fin alors? Madame, Monsieur, justement, Rebecca l'a souligné, c'est la fin de cet autre rendez-vous de Chassé-Croisé. Merci, on espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de notre invité Anissé Canet, qui n'est plus un homme qu'on présente. On se retrouve à très bientôt. Oui, restez scotchés sur les programmes de For You TV.